colloque aujourd'hui, c'est le fruit d'une réflexion et d'un travail avec plusieurs partenaires communautaires, sociaux et universitaires. L'objectif, c'est de répondre ou essayer de répondre à un enjeu, à une préoccupation verbalisée par plusieurs intervenants, celle de comment adapter les interventions auprès des familles maghrébines. L'immigration, c'est un phénomène qui n'est pas facile, ça apporte beaucoup de changements pour les familles, mais aussi les intervenants qui travaillent auprès de ces familles-là, ils ont besoin d'être outillés aussi. Les familles viennent avec le choc culturel, avec les changements. Certainement, il y a un impact sur les familles, sur les enfants. Il y a aussi leur bagage culturel, religieux aussi, des valeurs. Et les intervenants d'ici, ils ont besoin aussi d'être outillés. La question, c'est que les différents services, que ce soit communautaires ou de recherche ou universitaire, ils n'ont pas forcément la même approche. Alors aujourd'hui, et c'est ça l'objectif, c'est de créer cette opportunité-là pour qu'il y ait un échange sur les différentes pratiques pour essayer de voir chacun mettre en action et puis tester jusqu'à quel point son approche est possiblement la mieux placée pour répondre aux besoins des familles d'origine maghrébine au Québec. L'immigration a un caractère aigre-doux, dans le sens où c'est une expérience enrichissante pour les familles migrantes, mais aussi douloureuse, parce que la notion de la rupture est là. Donc, les résultats ici montrent que la nostalgie de l'immigré, non seulement pour avoir un sens de continuité dans leur projet identitaire, mais aussi à se construire une identité désirée. En guise de conclusion, la famille migrante n'est pas seulement un sujet de droit et d'obligation, mais aussi une héritière qui reçoit le patrimoine de la société dont elle est accueillie. Car l'immigré ou la famille n'est pas quelque chose d'abstrait, n'est pas désincarné. Elle vit, n'est pas dans un cadre hors du temps de la société d'accueil. C'est-à-dire, nous sommes là, on vit, et c'est ainsi qu'il faut mettre en place des petits accommodements microsociologiques qui puissent rendre ce phénomène de l'immigration supportable pour tous et mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs pour atteindre l'Eldorado souhaité, revoir les conditions de famille immigrantes, les prestations sociales accordées, et toujours dans le but de surmonter ou d'affronter ces affrontements d'ordre identitaire, économique, etc. Alors, il est sûr et certain que quand on parle d'immigration, il y a une rencontre de deux systèmes psychosociaux, l'individu, mais aussi la société d'accueil. Et ce que nous voyons ici, évidemment, c'est le 10% visible seulement, donc c'est un petit peu la classification sociale primaire. Hein? Je passe dans la rue, je vois un monsieur, il est de telle ou telle silhouette, et je peux prétendre qu'il est de telle origine. Ça, c'est une classification primaire, ça, c'est les fameux 10%. Ce que nous ne savons pas, c'est les fameux 90% qui sont l'arbre. L'arbre et les racines. Cette association, c'est ça dont on parle. Parce que si on ne va pas travailler un peu avec les racines, on va rester dans les feuilles. Les feuilles peuvent être très belles. Très souvent, on parle de vulnérabilité. Au niveau politique, on a beaucoup joué avec des termes exclusion, vulnérabilité. On l'a utilisé dans les discours. Mais en gros, il y a des êtres vulnérables que dans certaines conditions structurelles particulières. Donc, le mot vulnérabilité, c'est vrai, c'est une zone de turbulence. Il y en a qui parlent de contexte. C'est-à-dire c'est le contexte qui génère la vulnérabilité. Hein? Aussi même si vous êtes motivé à vouloir changer, c'est bien beau, mais si la ressource n'existe pas, qu'est-ce que vous allez faire dans l'environnement? Elle n'existe pas, la ressource que vous voulez. Il y a un déficit de ressources. Vous retombez dans la vulnérabilité. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas. Nous sommes tous des candidats vulnérables, oui. Et on le sait au niveau du contrôle social, c'est sûr et certain que si je suis moins aisé
et mes conditions économiques sont faibles dans la précarité, il est sûr et certain, mais la manifestation de mon anxiété va paraître plus dans l'espace public. Or, si je suis plus aisé, entre guillemets, plus instruit, éduqué, etc., je vais m'en sortir différemment. En d'autres mots, je vous donne une petite image qui parle par elle-même. On parle de la protection de la jeunesse, par exemple. Ce n'est pas la protection de la jeunesse à large, c'est la protection d'une certaine jeunesse pauvre et en difficulté. C'est ça la réalité. Pourquoi on les retrouve plus dans l'espace public? Pour ces raisons-là. Ça ne veut pas dire que les personnes plus aisées n'ont pas les mêmes problèmes, pas du tout. Ils n'ont pas exactement les mêmes problèmes, sauf qu'ils trouvent d'autres canaux pour s'en sortir. On apprend qu'on travaille pas mal plus en amplifiant les compétences et les qualités d'un individu qu'en s'acharnant à faire disparaître ses défauts, ou ce que nous croyons être ses défauts. Je vais vous dire tout simplement, est-ce qu'on peut plus travailler avec les personnes et les familles plutôt que les problèmes? C'est une question. Merci. La question de l'intégration en emploi est une séquence absolument essentielle dans l'intégration dans la société des nouveaux arrivants. Elle est essentielle pas seulement au niveau des individus qui sont évidemment exposés à ça, mais elle est essentielle parce qu'elle a un retentissement beaucoup plus large, à la fois sur le milieu familial, sur la communauté, avec ce que ça implique comme état d'esprit, comme posture de crispation ou d'ouverture, et d'une façon générale sur ce qu'on appelle assez communément le vivre ensemble. On sort d'un système dans lequel on s'est construit, où nos esprits, nos âmes, nos têtes, nos corps ont développé une aptitude à capter des signaux, à les interpréter et à réagir. En essayant tout le temps, et puis l'éducation, la formation, l'avancée dans l'expérience, c'est l'optimisation de cette performance. Et voilà qu'on arrive dans un univers avec ce système qui capte mal les signaux, parfois qui ne les capte pas du tout, qui les interprète de travers, et qui engendre évidemment des réactions qui peuvent être parfois pertinentes et parfois catastrophiques. Le taux de chômage est inacceptable. Il est incompréhensible, c'est-à-dire l'écart est trop grand. Même si c'est-à-dire aujourd'hui, il y a quelques années, on était comment dire, à 24% de taux de chômage, alors que le taux moyen était aux alentours de 8 ou 9. Plus récemment, actuellement, il y a sur le marché de l'emploi, il y a une espèce d'embellie qui fait que le niveau de chômage a très largement baissé, un peu pour tout le monde. Mais les écarts demeurent. Tous les gens, les nouveaux arrivants qui viennent du Maghreb, viennent de sociétés, quel que soit leur parcours, qui sont en profonde crise identitaire, culturelle, idéologique. Et quand elles arrivent ici, elles arrivent dans un état déjà de perturbation, avec évidemment aussi des attentes et des espérances souvent démesurées. Okay. Deuxième élément, c'est que ça se passe. Alors il y a, par exemple, les obstacles liés à l'accès aux ordres, à la reconnaissance, c'est-à-dire et toutes les barrières qui existent. Il faut les voir à deux niveaux. Les barrières sont institutionnelles d'abord, et à ce moment-là, évidemment, c'est le devoir du politique de les lever. Mais la levée d'une barrière institutionnelle, elle permet juste, c'est comme un passeport. C'est-à-dire, lorsque vous êtes membre de l'ordre des ingénieurs, ça veut juste dire que vous avez le droit d'aller compétitionner sur le marché de l'emploi des ingénieurs. That's it. Mais vous êtes confronté après aux mêmes défis, à la même exigence de performance. Et c'est pareil pour c'est-à-dire les métiers réglementés, etc. Donc, expliquer tout par le verrouillage, parce que je vais vous dire, beaucoup d'ingénieurs,
rêveraient d'avoir des emplois dans leur domaine comme techniciens ou techniciens supérieurs seulement. Et ils ont les mêmes difficultés à entrer là-dedans. Aujourd'hui, ce que je veux vous donner, ce que je veux vous amener à réfléchir vraiment, c'est à faire tomber deux mythes particuliers concernant les divorces dans l'immigration. Le premier mythe, c'en est un que portent les intervenants, c'est de croire que dans les pays d'origine des immigrantes et immigrants qu'on rencontre, il n'y a pas de divorce, que les divorces, ça n'est qu'ici. Okay, et que le droit au divorce, ça n'est qu'ici. L'autre mythe, c'est du côté des immigrants, c'est de croire que quand on va arriver au Québec, le couple va se casser, les femmes vont sortir et, je sais pas, jeter leur soutien-gorge, et que donc le divorce est quasiment une obligation en arrivant au Québec. Ça se dit même dans les camps de réfugiés. Je vais vous amener donc très rapidement ce projet de recherche qu'on a mené sur les séparations et divorces chez les couples immigrants et réfugiés au Québec. On a rencontré 145 personnes, des adultes, des hommes, des femmes et des enfants, dont la majorité avait divorcé et quelques-uns n'avaient pas divorcé. Et donc, vous voyez, au niveau du Maghreb, on a rencontré 11 participants, 4 hommes, 7 femmes qui avaient divorcé. Et puis, on a rencontré, je ne l'ai pas mis là, mais 7 enfants. Et ce qu'on voulait voir, en fait, c'est comment donc le projet d'immigration et le projet de couple, dans une migration familiale, comment ça peut, dans certains cas, être parcouru par une séparation et un divorce, et dans d'autres cas, non. Et on voulait voir ça aussi par rapport donc, au réseau, aux ressources, etc. Et je vais amener tout de suite à quelques résultats importants. On a trouvé en fait 4 grands cas de figure. 4 grands cas de figure qui traversent tous les types d'immigrants qu'on a rencontrés, pays d'origine, etc. Donc en fait, le premier cas de figure, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui auraient divorcé s'ils étaient restés dans leur pays d'origine. C'est des gens qui avaient déjà des difficultés conjugales, c'est des gens qui parfois s'étaient séparés même avant de quitter leur pays d'origine et qui pensaient que la migration allait être l'opportunité pour essayer de revivre ensemble. Et rarement ça marche, quand déjà il y a eu des problèmes avant. Donc vraiment, c'est des gens qui se séparent peu après leur arrivée, et puis parce que c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans leur trajectoire conjugale. Les seconds, c'est ce qu'on a appelé la séparation en continuité avec la société québécoise. C'est souvent des gens qui avaient eu des déplacements avant leur départ, et pour eux, on retrouve un manque de communication, des problèmes familiaux, de l'adultère comme cause de séparation. Et dans ces cas-là, finalement, c'est un peu des divorces comme ils s'en passent ici. Hein. On se sépare pour les mêmes raisons qu'on se sépare ici entre Québécoises ou Québécois d'origine. Par contre, le troisième cas de figure est assez typique, je dirais, des familles maghrébines qu'on a rencontrées. C'est ce qu'on a appelé la séparation dans l'intégration. Et là, effectivement, c'est vraiment les difficultés d'insertion socio-économique et professionnelle qui ressortent dans ces trajectoires-là. De la dépression, souvent des hommes. Une proximité obligée, c'est-à-dire qu'on vit dans des petits appartements où on est obligé d'être ensemble tout le temps. Et la plupart des familles qui arrivent ici, les familles maghrébines entre autres, n'étaient pas du tout habituées à vivre ensemble dans un petit espace tout le temps. Au contraire, elles vivaient souvent, chacun était sur le marché du travail, etc. Donc elles avaient des espaces personnels aussi. Et à un moment donné, l'un des membres du couple se trouve dans l'impossibilité de soutenir l'autre qui va mal. Ce sont des séparations qui interviennent dans les 5 années après l'immigration. Il y a beaucoup de déchirements autour des enfants et ça arrive qu'il y ait un retour d'un des membres de ce couple au pays d'origine. En cas de séparation ou de difficulté conjugale, c'est surtout des femmes qui consultent les services et surtout quand il y a vraiment violence conjugale. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de situations où on ne va pas vers les services. Et c'est là que je vous parlais des mythes tout à l'heure, c'est là que les mythes vont jouer énormément parce que les gens ont l'impression que s'ils vont vers les services, on va les amener à divorcer très vite. Et ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent. Dans un premier temps, ils souhaitent être entendus, que ce soit l'homme ou la femme d'ailleurs, ils souhaitent être entendus, ils souhaitent être accompagnés dans leurs réflexions, ils souhaitent connaître les ressources aussi, savoir comment ça se passe ici. Et il faut vraiment garder en tête que s'ils ne vont pas vers les ressources, ils vont se priver de quelque chose qui est important. Donc il faut aussi que nos ressources se montrent les plus ouvertes possibles justement à cet accompagnement-là. Donc à ces filtres que nous avons réfléchis et qui sont dans le guide que nous avons sorti,
Ça va être ma dernière minute. Alors que plusieurs filtres qui peuvent exister pour les intervenants et des grands principes à mettre en face. Un filtre, l'individualisme, c'est penser d'abord l'individu comme isolé. Comme grand principe inverse, c'est d'abord penser famille avec l'ensemble des membres, mais aussi penser réseau. Donc ça, c'est extrêmement important. L'histoire de la bipolarisation homme-femme, voir la situation toujours comme une guerre entre l'homme et la femme dans une famille. Il faut penser complémentarité et changement de rôle. On est dans des situations où on est dans des changements de rôle et on peut développer, et on doit développer certainement une perspective intersectionnelle qui croise le fait d'être un homme ou une femme, mais aussi la classe sociale d'appartenance, la génération, toutes les appartenances diverses finalement qu'on peut avoir. Le culturalisme, on l'a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire penser que toutes les difficultés sont liées à la culture ou à la religion d'origine. Il faut penser au parcours singulier de chacun, à l'histoire singulière de chacun et chacune, dans une perspective holistique. La psychologisation, penser le développement individuel et le changement de la situation selon nos normes. Ici, j'ai mis occidental, mais c'est en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, donc on réduit encore un peu plus. Au contraire, il faut penser à la trajectoire sociale et se mettre dans une perspective socio-culturelle. Autre filtre important, penser uniquement ici et maintenant. Penser que finalement c'est là et maintenant que ça se passe puis qu'on va résoudre le problème. Mais c'est pas vrai, on est tous des êtres d'histoire et on est aussi des êtres de projet. Donc il faut penser histoire et projet, c'est comme ça qu'on va aider les personnes. Pensez la médiation comme un moyen de régler le divorce, parce que c'est à ça que ça sert la médiation ici, alors que pour les personnes et pour les aider, il faudrait penser médiation préventive et penser une médiation familiale, parfois communautaire, parfois interculturelle, donc élargir notre vision de la médiation. Et souvent, les gens nous ont dit que ça serait vraiment important qu'il y ait de la médiation avant même qu'on envisage le divorce, quand on a des difficultés. Et puis la formalisation, se mettre juste dans une perspective socio-juridique, institutionnelle, formelle, alors que dans les grands principes, on doit travailler avec les réseaux informels, comme l'a dit mon collègue Jacob tout à l'heure. Vision qui se développe chez moi, je suis encore en cours d'analyse de mes données, etc., qui est basée beaucoup sur toutes les recherches que j'ai pu faire depuis les 20 dernières années, que ce soit sur les gangs, la traite des personnes, particulièrement la prostitution juvénile, les motards aussi. Mais depuis 2012-2013, j'ai commencé à m'intéresser aux jeunes qui partaient rejoindre des groupes djihadistes. Ça fait depuis 2013 que j'ai fait plusieurs collectes de données au Canada, en Belgique et en France. Et l'approche, si vous voulez, que j'en suis venue à développer est celle de la transformation humaine. Et ça m'a amené à constater qu'au fond, il y avait beaucoup plus de similitudes entre des phénomènes qui nous apparaissent totalement différents, beaucoup plus de similitudes que de différences. Lorsqu'on parle des gangs, par exemple, ou des filles dans la prostitution, on se dit, les jeunes qui vont rejoindre les groupes djihadistes, c'est totalement différent, c'est pas pareil, ces trois phénomènes-là. Mais vous pourriez être surpris des ressemblances. Et quand on parle du mot radicalisation, on amène le mot propagande, extrémisme, etc., propagande, que ce soit religieuse ou pas, ou teintée de religion, ou politique. Moi, je vais vous dire une chose. Parmi tous les jeunes que j'ai rencontrés, il y a la propagande est l'élément qui arrive très tard dans le processus. C'est pas parce qu'il croit qu'il va aller avoir 72 vierges là, qu'il s'en va rejoindre Daesh. C'est parce que la personne qui l'a recruté, il l'aime. J'aime cette personne, elle a la figure paternelle pour moi. Pour moi, elle représente tellement tout, elle comble ce vide que tout ce qu'elle me dit est vrai. Mais au fond, lorsqu'on analyse dès le début le processus, on se rend compte que la propagande, qu'elle soit politique ou religieuse, n'arrive que plus tard dans le processus. Alors, penser qu'on peut mettre des cadres, de mettre des recettes magiques, bonne chance. C'est notre capacité à identifier le jeune au moment où on peut le reprendre
puis qu'on est capable d'aller chercher la souffrance pour l'aider à guérir. C'est juste ça. J'ai choisi d'aborder la question de l'intégration et de la collaboration entre les institutions publiques, que ce soit les écoles ou les services sociaux ou autres. Donc la collaboration entre les institutions publiques et les parents et les familles et la communauté au sens large, sous l'angle des pratiques. Vous verrez pourquoi ce titre-là, entre adaptation, accommodement et transformation des pratiques, parce que c'est à mon sens la première chose sur laquelle il faut s'entendre. Quelle pratique pour quelle finalité? Est-ce qu'on collabore et on organise des interventions et on développe des pratiques dans une optique d'adaptation, c'est-à-dire d'adaptation des parents, des familles à un nouvel environnement et d'adaptation du nouvel environnement à de nouvelles populations, j'aime pas le mot clientèle, de nouvelles populations, de nouvelles personnes. Et donc là, on est vraiment dans une optique d'accessibilité. Où est-ce qu'on développe des pratiques et de la collaboration et du partenariat dans une optique de résolution de conflits, avec une finalité de résolution de conflits. Et là, on est plus dans une perspective de négociation, médiation interculturelle. Et j'ai mis accommodement raisonnable en italique. Je vais le congédier, ce terme-là, parce que je fais exprès de le mettre et de le retirer, parce que l'accommodement raisonnable est une mesure juridique destinée à contrer la discrimination dans les organisations. Et on a encore, hélas, trop souvent tendance à confondre les politiques d'intégration et d'immigration avec l'accommodement raisonnable. Est-ce que ces pratiques-là et cette collaboration ont une visée de co-construction et de co-gestion ? Là, on est dans autre chose. Donc, on n'est plus dans une optique où vous avez une communauté, des parents qui sont les clients ou les usagers d'une institution, qui leur transmet des savoir-faire, mais dans un rapport d'égal à égal, où on construit de nouveaux savoir-faire. La pertinence, c'est qu'on n'est plus des immigrants et des intervenants. On n'est plus dans un clivage eux-nous, mais on est des parents et des intervenants, des praticiens qui échangeons autour de sujets d'intérêt commun. La violence, la drogue, le décrochage, le suicide, etc. Ce qui nous unit, c'est le fait qu'on est des parents, qu'on soit des parents et qu'on aime nos enfants. Il m'est arrivé souvent d'être obligée de dire à des parents, oui, mais vous, et à un moment donné, de dire, regardez ici, là, on est tous démunis. On est tous des personnes qui faisons face à un problème de drogue ou de violence ou d'intimidation à l'école. Chacun de nous, tout seul, est démuni. D'accord ? Mais ensemble, en mettant en commun nos compétences, on pourra peut-être développer un savoir-faire. D'accord ? Donc on est vraiment dans un rapport d'égal à égal. Mais pour en arriver là, il ne faut pas être hypocrite. Tu fais venir un parent qui est dans une culture de pauvreté, de sous-scolarité, qui est en perte d'estime de soi, qui a des problèmes financiers, tu ne le places pas dans une situation comme celle-là. Parce qu'au lieu de renforcer ses compétences, tu le places dans une situation où tu l'enfonces encore davantage dans sa détresse. Donc il faut des mesures palliatives, il faut des activités axées sur l'accessibilité. Pendant longtemps, on a pensé que la compétence interculturelle, c'était une question de savoir-être, d'ouverture réciproque, de tolérance. Et c'est pas qu'une affaire de savoir, de connaissance mutuelle, de lutte contre les préjugés. Et ce n'est pas qu'une affaire de savoir-faire, de médiation, de négociation. La compétence interculturelle, les compétences, c'est une articulation des trois. Ça fait appel à des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Et c'est pas une compétence sexuellement transmissible. C'est pas parce qu'on est dans un couple mixte qu'on est compétent en interculturel, et c'est pas génétiquement transmissible. C'est pas parce qu'on est soi-même immigrant qu'on est compétent en interculturel. Okay ? Ça s'apprend. Je me permets personnellement de qualifier les débats autour des accommodements raisonnables et du projet de loi 60 comme des crises sociales au Québec. Ce n'est pas uniquement des crises identitaires, c'est des crises sociales, c'est des crises économiques qui ont un volet économique, vous me suivez, il y a des inquiétudes et des préoccupations économiques, et qui installent une certaine atmosphère sociale, on va dire, je ne dirais pas pré-post, mais en quelque sorte suite à ces crises-là. Ces crises-là s'inscrivent aussi dans un contexte international. Un des facteurs de risque important pour les tensions intrafamiliales, c'est le fait qu'on ait des parents, faut qu'on soit des parents et qu'on aime nos enfants. Ce qui installe un certain atmosphère sociale, on va dire, je ne dirais pas pré-post, mais en quelque sorte suite à ces crises-là. Ces crises-là s'inscrivent aussi dans un contexte international. Un des facteurs de risque important pour les tensions intrafamiliales,
c'est l'augmentation des phénomènes des miroirs sociaux négatifs. Donc, c'est quoi le miroir social négatif? Le miroir social négatif, c'est lorsqu'on appartient à une communauté et que cette communauté est représentée négativement dans l'espace public majoritaire. Et donc, la personne, l'image de sa communauté lui est renvoyée négativement en miroir, conjuguée à des formes d'ostracisme et de discrimination et des sentiments d'ostracisme et de discrimination. Cet effet miroir produit souvent un effet pervers inverse, c'est-à-dire les personnes qui se sentent visées par l'ostracisme, la discrimination, une représentation négative, vont souvent se sentir dévalorisées, rejetées, désaffiliées socialement, donc ne plus trouver leur place au sein de la société, et réagir à leur tour, soit en rejetant cette société qui les rejette, ou encore en se rigidifiant sur le plan identitaire, puisqu'ils se sentent menacés, ou en souffrant de certaines problématiques, on va dire psychologiques, comme des sentiments d'anxiété, des sentiments dépressifs, frustration, colère, augmentation des tensions familiales. On a tendance à adopter une approche déficitaire, c'est-à-dire à placer principalement les déficiences chez le parent ou chez le client en général, pour lui dire qu'est-ce qu'il doit améliorer au niveau de ses compétences parentales. Donc une approche axée sur les carences, autrement dit, plutôt qu'une approche qui est axée sur les forces, les ressources, dont Rachida parlait tout à l'heure. Cette approche-là peut en soi constituer une source majeure de marginalisation pour les familles. Et elle néglige les compétences des familles, elle néglige les sources et les formes de soutien disponibles qui peuvent en réalité être intégrées très efficacement dans notre plan de travail ou dans notre plan d'intervention avec la famille. Comment on utilise et comment on adapte nos interventions dans une approche ethno-culturelle? On a cherché la collaboration des partenaires, CLSC, organismes communautaires. On a les séminaires transculturels. Puis aussi, on a cherché la collaboration d'un imam à qui la famille avait confiance. C'est lui qui nous a aidés. Et pour ça, on s'est basé beaucoup sur la force de la famille. Est-ce que la famille comprend bien nos interventions? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, la présence de l'État dans sa cuisine? Puis comment on peut essayer de démystifier ça puis prendre le temps de bien expliquer? Il faut pour faire ça démontrer une curiosité et une capacité à s'adapter aux façons d'entrer en relations différentes. La meilleure pratique, c'est tout de suite l'introduction d'un superlatif. Il faut être les meilleurs, les plus forts, etc. et se placer dans une position de supériorité, ce qui est toujours un peu dangereux. Nos savoirs en protection de l'enfance aussi. Par exemple, là j'utilise un exemple fréquent. Au Québec, on considère que si on frappe un enfant avec la main, c'est beaucoup moins grave que si on le frappe avec un objet. Dès qu'on frappe un enfant avec un objet, eh bien, il s'agit d'un usage d'armes. Et vous voyez comment ça peut aller devant un tribunal. Bon, je parle à des gens dont beaucoup viennent du Maghreb, alors la savate. Donc, je pense que dans certains cas, frapper un enfant avec une savate, c'est beaucoup moins grave que de le frapper avec la main. Et ça peut avoir moins de conséquences. Donc, pensez tout ça. La même chose par rapport à notre habitude de dire il ne faut pas frapper un enfant, il faut l'envoyer dans sa chambre. Dans certaines sociétés, dont des sociétés africaines, isoler l'enfant de son groupe social, c'est beaucoup plus grave que de le frapper. Hein? Donc, pensez comment nos savoirs en termes de protection de l'enfance peuvent être dommageables aussi. Le centre à Montréal et la marge n'est pas le même que dans la ville de Québec ou que dans la ville de Sherbrooke. Et donc, il faut le penser toujours de façon différente. Qu'est-ce qui est la façon dont on se définit comme majorité à Montréal n'est pas la façon dont on se définit comme majorité dans la ville de Québec. Et on peut très rapidement en arriver à des incompréhensions réciproques parce que ces dynamiques sociales-là doivent être régionales, sinon on va de nouveau généraliser et penser le Québec dans son ensemble. Alors, encourager une pluralité qui permet le désaccord, un désaccord respectueux, qui, je pense, nous amène vers une complexité cognitive. Donc, nous ne sommes pas forcés d'en arriver à un consensus. Le consensus, c'est vraiment très... alors là, vous pouvez
justement être en désaccord, mais je dirais c'est vraiment quelque chose qu'on met de l'avant et je dirais c'est un trait culturel québécois. On veut en arriver à un consensus. Or, je pense que c'est ainsi. Il est beaucoup plus important d'en arriver respectueusement à être en désaccord. Et j'irais jusqu'à dire que la complexité cognitive, c'est de se dire quand nous sommes en désaccord, j'ai probablement une partie de la vérité. Si je suis lacanienne, je dirais, mais non pas toutes. Très bien. Donc vous voyez cette idée de se dire, on possède tous une partie de la vérité et il faut la complexifier. Pourquoi faire un organisme qui est à but non lucratif? Pourquoi ne pas les faire juste avec les services sociaux? Pourquoi ne les faire avec la police, comme ça se passe par tout le monde? Parce que toute la politique de prévention se fait d'habitude auprès des services de la police, où il y a une unité spéciale qui est en charge de faire la prévention de la radicalisation, ou c'est fait à partir de services sociaux qui sont déjà en place. Pourquoi créer un centre? Il y a beaucoup plus d'événements violents liés à l'extrême droite au Québec que liés à la radicalisation politico-religieuse. Alors, ça ne fait pas de sens de juste créer un centre qui va traiter juste la radicalisation politico-religieuse. Et ça ne fait pas de sens du point de vue aussi théorico et conceptuel. Parce que si on voit les processus de radicalisation, dans chaque individu c'est différent, mais si on voit les grandes lignes de radicalisation, on voit que le processus est très semblable entre quelqu'un qui est d'extrême gauche, d'extrême droite, ou quelqu'un qui est politico-religieux. Et finalement, que je dois finir, sur les enjeux, les constats rapides. On a constaté qu'il y a beaucoup encore de confusion entre la radicalisation et les enjeux interculturels. Exemple concret, une honor killing, un crime d'honneur, ce n'est pas la radicalisation. Ce n'est pas la même chose. La criminalité d'une personne qui est issue d'une communauté ethnoculturelle, ce n'est pas dire quelqu'un qui est radical. La radicalisation, c'est une autre chose. Une autre confusion à travailler plus en profondeur qu'on a ressorti, c'est que lorsqu'on traite avec des gens en risque de radicalisation, en situation de radicalisation, ou qui essayent de s'en sortir de la radicalisation, soit d'un groupe d'extrême droite ou d'un groupe politico-religieux, c'est que l'approche thérapeutique et clinique est plus difficile à accepter au début.